Salut, bienvenue dans ce nouveau All Thread. Dans ces histoires vraies, un peu à l'ancienne, je parle souvent des histoires qui me touchent particulièrement ou dont la thématique me marque, donc assez régulièrement des arnaques intelligentes. Il y a un autre domaine qui me fascine, ce sont les histoires des marins. C'est une facette de moi que vous ne connaissez pas, j'ai mon permis côtier, j'ai mon permis fluvial, j'aime naviguer, je viens de La Rochelle, et même si vous pensez ne pas être client de ce genre d'histoire, les histoires de marins sont fascinantes. Écoutez les premières minutes de celle-ci et on en reparle à la fin de la vidéo. Parce que nous allons parler de Webb Shiles à l'aube de ses 50 ans. Alors Webb Shiles, c'est un aventurier écrivain qui a déjà fait 3 fois le tour du monde. C'est dingue, il faut se mettre dans la tête à l'époque, quelqu'un qui part avec son bateau tout seul, sans assistance, et il fait tout le tour du monde. Ça a d'ailleurs été le premier Américain à franchir le cap Horn en solo, qui est un cap extrêmement difficile. Son deuxième tour du monde en solitaire, il l'a fait en 1978, du moins il l'a tenté, ce tour du monde en solitaire sur un bateau qui s'appelle le Chidiock, un bateau qui était déponté, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cabine, il n'a pas d'abri, il était petit, ça faisait 5,40 m de long, et après avoir fait les 3/4 du tour du monde, le bateau va couler dans un port des Canaries à cause d'une tempête. Donc évidemment, Webb Shiles était à l'abri, il avait accosté, mais le bateau n'a pas survécu. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la fin de l'histoire du 3e tour du monde. Nous sommes sur le Resurgam. C'est le 3e bateau de Webb Shiles, 11 mètres de long. Il va faire son 3e tour du monde, il va vivre dedans pendant 9 ans. Et Webb réussit ce tour du monde. C'est un marin, c'est un aventurier accompli, il est très heureux de son histoire, il est très heureux de son parcours, il a coché toutes les cases de sa vie, et c'est ça qui va le tracasser finalement. On avance directement à la fin de ce 3e tour du monde. 1992, Webb est sur son bateau, et il se rapproche de la Floride. Tout ça, ça va être terminé. 9 ans se sont écoulés sur la mer. Webb fait un peu le point sur sa vie. Personne ne l'attend au port. Sa femme, malheureusement, l'a quitté. Et l'aventurier se dit que là, avec ce 3e tour du monde, il a été au bout du voyage. C'est-à-dire qu'il a vraiment rempli tout ce qu'il voulait faire dans sa vie. Il n'est pas en dépression. Il est heureux de la vie qu'il a menée. Il est tellement heureux qu'il se dit « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» En fait, il se dit, c'est la fin, il faut que je m'arrête. Je veux dire, j'ai aimé, j'ai été aimé, j'ai accompli les exploits que je voulais accomplir. Je ne vais pas repartir maintenant pour 9 ans une 4e fois. Donc, quoi, je vais aller au port, je vais avoir une petite gloire un certain temps, et puis après, je vais être tout seul dans une cabane à trouver la vieille fadasse. Je ne suis pas sûr. Et encore une fois, il faut que vous compreniez cette réflexion. À ce moment-là, il ne l'a pas dans une forme dépressive. Il n'est pas triste de quoi que ce soit. Il sent juste que pour lui, voilà, c'est le bout. C'est bon, c'est terminé. Il est un peu fatigué. Pour Webb, ce qui compte le plus, c'est de vivre intensément. En fait, la durée de la vie en elle-même, ça lui apporte pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour remédier à ça? Eh bien, il décide de mourir. Vous vous rendez compte quand même de la dinguerie. Pour lui, la meilleure façon qu'un marin a de mourir, c'est de couler avec son bateau. Et nous sommes donc le 14 août 1992, en pleine nuit d'été et en pleine mer. Et Webb Shiles décide de couler son voilier, le Resurgam. Et il va faire ça avec beaucoup de méthodologie. Il va galérer à couler son voilier. Il va falloir qu'il soit très tactique. Il retire l'axe du speedomètre, ça va laisser un trou de 5 cm dans la coque. L'eau jaillit aussitôt. Ça commence à envahir la cabine. Donc lui, il va dans le cockpit du voilier. Il regarde au loin les côtes de la Floride et il se met à la barre. Et il barre à l'opposé de la côte, vers l'est, pour s'éloigner au plus. Et assis dans son cockpit, il attend calmement, sereinement, que le bateau s'enfonce dans la mer. Il a même pensé à garder dans la poche de son short son portefeuille avec ses cartes de crédit pour que le jour où on retrouve son corps, on puisse rapidement l'identifier si jamais on venait à retrouver son corps, c'est même pas sûr. Tout est très très bien pensé, mais au bout d'une heure, le bateau ne s'enfonce toujours pas. Je vous ai dit, il a galéré à ça. Dans la cabine, l'eau a à peine dépassé le plancher. À ce rythme-là, ça va prendre des jours. Et c'est normal. Ce bateau, il l'a pensé pour faire le tour du monde, donc pour qu'il soit costaud, qu'il résiste à la mer. Alors il ouvre tous les caissons, ce sont les caissons qui aident à la flottaison pour que le bateau soit toujours stable et ça va accélérer l'opération. Il prend une clé anglaise, il démonte minutieusement le presse-étoupe, c'est un système d'étanchéité et bien sûr l'eau jaillit. Là, Webb Shiles se dit que ça y est, il vient de passer la seconde pour arriver à sa propre fin. Il est 3 h du matin, ça y est, le pont du navire est quasiment sous le niveau de la mer et très vite la proue du bateau s'engouffre dans l'eau. Ravi, Webb enjambe les filières pour glisser dans la mer en même temps que le bateau. Il ne faudra plus que quelques minutes pour que le haut du mât disparaisse lui aussi au fond de l'océan et Webb Shiles se retrouve dans l'eau en train de barboter pour le moment. Il regarde l'eau et comme on est en pleine nuit, il ne voit même plus le bout du mât qu'il voyait encore quelques secondes avant. L'aventurier flotte, il attend que la mer l'emporte lui aussi à son tour, qu'il fatigue puis qu'il se noie finalement.
Il pense à Socrate, c'est vrai, Socrate qui disait « Pourquoi devrais-je craindre la mort? Tant que je suis là, la mort ne l'est pas, et quand elle sera là, je ne serai plus. » Et c'est comme ça qu'il barbote avec stoïcisme dans cette eau en attendant la fin de sa vie. Et il regarde en même temps les lumières au loin de la côte de Floride. La côte de Floride, elle est environ à 20 km d'ici. Mais là encore, comme quand il était dans le bateau, il commence à trouver le temps long. Alors il se dit, déjà, je vais commencer à jeter mes lunettes. Comme ça, je verrai moins bien, je vais fatiguer plus vite. Il hésite même à jeter son t-shirt pour être dénudé le plus possible, mais finalement il s'arrête aux lunettes et il se met à nager vers le large, pas vers les 20 km qui le séparent de la côte, vers l'est. En repensant à sa vie, il se dit que c'est vraiment une bonne chose d'en finir. Il a connu assez de mer, il a connu assez d'aventures, il a connu assez de femmes, assez de records du monde, il a vécu assez de choses exceptionnelles et en plus, il les a posées par écrit. Donc tout ça, ça restera, il n'a plus besoin d'être là pour en témoigner. Alors il nage, et le temps est long. Et on passe les 4 heures du matin, ça fait déjà plus d'1 heure qu'il est dans l'eau à nager. Alors là, il décide de jeter sa montre déjà pour arrêter de la voir. Il a porté pour avoir conscience du temps qui passe et ça commence à l'énerver. Ça l'énerve d'attendre. Et puis s'il compte mourir d'hypothermie, ça va pas être le cas non plus parce que l'eau est à 25 degrés. Alors peut-être de fatigue, malheureusement, aucun signe de fatigue au rendez-vous. Alors il va prendre une décision incroyable, la deuxième de cette journée. Il va faire un truc qui me fascine, que vous et moi nous n'aurions jamais fait. Il décide de plonger vers le fond, vers l'abîme, sans prendre d'inspiration, pour être sûr de se noyer lentement mais sûrement. Et il y va, hein. Il force, il fait quelques brasses vers le fond, il passe les 5 mètres sous l'eau, ça y est, il commence à manquer d'air, et là, il réalise une chose, il n'a pas peur de mourir, mais il a peur de la souffrance qui va aller avec la mort. Et à sa grande surprise, il ressent une espèce de pulsion de vie qui va le faire remonter le plus vite possible à la surface pour reprendre l'air in extremis. Donc il remonte, il prend plusieurs inspirations, il remplit ses poumons d'air. Webb n'est pas mort, il veut plus mourir, ça il en est certain. Seulement voici la situation, il est à une vingtaine de kilomètres des côtes de Floride, dans l'eau, en train de se fatiguer quand même depuis plus d'1 heure, en short, en t-shirt. Il a plus de bateau, ça s'est enfoui, il a plus de lunettes, il voit très mal au loin, il a plus de monde, il a plus rien. Et là, on se demande si c'est pas maintenant, finalement, qui va provoquer sa mort. Tout un système de survie va commencer pour lui. D'abord, les vagues se sont formées. On dit ça quand le vent commence à les creuser, elles sont plus fortes. Et même si Webb, c'est un excellent nageur, il peut s'épuiser comme tout le monde à force. Donc il commence à nager vers la Floride et il se doute qu'il ne tiendra pas 20 km de nage, mais c'est toujours mieux que d'attendre au large ou pire de dériver. Il va nager, tenez-vous bien, pendant 6 heures. Et il est toujours là, en train de nager. Il commence à avoir froid, alors pas parce que l'eau se rafraîchit, mais à force de nager, il perd sa propre chaleur en fait, qu'il dégage dans l'énergie. Donc cette fois, il décide d'arrêter la nage et de se laisser un petit peu flotter pour garder la chaleur de son corps. C'est comme quand vous courez, vous avez chaud parce que vous produisez de l'énergie, donc ça crée de la chaleur, mais cette chaleur, elle sort pas de nulle part, elle sort de vous. À cette heure-ci, le brouillard commence à s'installer au-dessus de l'eau, sans ses lunettes en plus, Webb n'y voit plus rien, quand soudain, il entend le bruit d'un moteur qui arrive dans sa direction. Il cherche autour de lui, il essaye de regarder, il voit rien, alors il décide de retirer son t-shirt qui est jaune, qui est vraiment d'un jaune très vif, pour essayer d'appeler à l'aide en faisant tourner le t-shirt autour de lui. Et à l'oreille, il estime que le bateau doit être pas très loin, maximum une vingtaine de mètres de lui dans une des directions. Mais les 20 mètres se transforment en 20, 22 mètres, 25 mètres, 30 mètres. Le bateau s'éloigne et il ne l'entend plus. Le bruit du moteur a sûrement masqué la voix de Webb. Et avec le brouillard, ils n'ont pas vu son t-shirt. Donc il est de retour à la case départ. Il remet son t-shirt. Il essaie de nager à nouveau vers la Floride, mais en faisant le moins de mouvements possible. Et quand le soleil commence à éparpiller le brouillard qui est au-dessus de l'eau, ça lui redonne la vue, mais ça lui crée un nouveau désavantage. Parce que le soleil qui tape dessus, quand tu es dans l'eau depuis 7 heures et que tu es en train d'essayer de survivre, c'est pas bon non plus. Solution, retirer son t-shirt à nouveau, l'enrouler autour de sa tête pour se protéger d'une potentielle insolation. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que depuis que le brouillard s'est levé, il ne voit plus la côte. Webb réalise que le Gulf Stream, le courant chaud qui remonte le long des États-Unis avant de repartir vers l'Europe, l'écarte doucement mais sûrement de la côte. Donc il y dérive. Webb décide de nager vers l'ouest dans l'espoir de croiser un autre bateau de pêche qui, cette fois-ci, peut-être l'entendra. C'est d'ailleurs maintenant son seul objectif, parce qu'il ne peut pas en avoir d'autres. Je veux dire, manifester son existence au premier bateau qui passe, c'est sa seule survie possible. Et c'est ça que Webb Child se voulait. Avoir un défi à relever comme il a toujours fait en faisant ses tours du monde. Lui, il avait besoin de danger pour se sentir vivant,
Bon, ben là, je pense qu'on y est. Il a un besoin physique quasiment maladif d'avoir des grands défis, des objectifs inaccessibles, en tout cas inaccessibles pour monsieur et madame tout le monde comme vous et moi, mais qui pour lui sont des sources de motivation. Et en l'occurrence, le défi de réussir à croiser un bateau de pêche assez proche pour que le bateau l'entende et lui vienne en aide, ben là, c'est un défi... question de vie ou de mort, donc on ne peut pas faire au-dessus. L'horloge tourne, on arrive au milieu de l'après-midi. Il n'y a pas un seul bateau qui s'est approché de lui, mais on n'a pas entendu un seul. Ça devient extrêmement difficile. Là, maintenant, il a froid, mais en plus de ça, il a faim et il a soif. Il n'a pas bu depuis la veille, il n'a pas mangé depuis plus de 20 heures, avec toute l'énergie qu'il dépense. Alors quand il voit au loin une ligne de nuages noirs, il se dit que la pluie qui se trouve en dessous pourrait peut-être le réhydrater s'il arrivait à boire l'eau de pluie qui allait tomber. Donc il se met à nager, non plus vers la côte, non pas vers l'ouest, mais dans la direction des nuages. Le temps qu'il arrive, les nuages passent non pas sur lui, mais à côté de lui. Je pense que vous comprenez pourquoi ça me tenait à cœur de vous raconter cette histoire. Oui, on parle de la mer, mais là on est bien au-delà d'une histoire de marin. Cette fois la situation, elle est très grave. La bouche de Webb est sèche, l'eau de mer la sèche encore plus. Pour tout vous dire, il a envie d'uriner mais il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas assez d'eau dans son organisme pour évacuer les toxines. Les vagues depuis toutes ces heures fouettent son visage, donc ça lui fait mal. L'eau salée rentre dans ses yeux, ça lui brûle. Le crépuscule arrive, il a passé la journée dans l'eau. Le soleil va se coucher, donc ça va l'aider quand même ça à se repérer pour resituer l'ouest une bonne fois pour toutes. Il va continuer de nager doucement, mais il y a des endroits de son corps qui le font extrêmement mal. Son coude, par exemple, il arrive presque plus à nager avec l'un de ses bras. Il sait d'ailleurs plus quelle nage utiliser pour moins se fatiguer. Un coup, il fait du crawl, un coup, il est sur le dos, un coup, il fait la brasse. Mais il ne peut pas s'arrêter. Une fois que le soleil s'est couché, les étoiles l'aident encore un petit peu à s'orienter. Mais à un moment, il va réussir quand même, entre deux vagues, à voir un halo de lumière et il comprend qu'il a réussi à se rapprocher quand même, mais qu'il est beaucoup trop loin. Il se donne pour objectif de faire de ce halo lumineux une espèce de lumière distincte, c'est-à-dire de se rapprocher pour que ce soit plus un halo, mais une vraie lumière qu'il voit au loin, et de se motiver sur ce simple objectif toute la journée jusqu'au lever du soleil, où là, il va réessayer de croiser un bateau de pêche. Il sait qu'il joue vraiment dangereusement, c'est-à-dire que l'exploit qu'il vient d'accomplir, de tenir toute une journée comme ça dans l'eau, sans boire, sans manger, avec le soleil, etc., il ne va pas pouvoir le renouveler complètement. Il nage, il essaie tant bien que mal d'oublier son corps qu'il fait énormément souffrir. Le pauvre ressent des piqûres sur ses jambes. Ce sont des poissons qui viennent le mordiller ou une méduse dont il touche les filaments. Mais surtout, il réalise que mourir, finalement, c'est pas simple. Lui qui avait dit « je vais faire couler mon bateau et puis je vais me noyer avec », bah mine de rien, même quand il le voulait, il n'y arrivait pas. Et maintenant qu'il essaie de survivre, il se rend compte que plus il est épuisé, plus sa volonté de vivre est forte. Alors il va essayer de ne penser à rien d'autre que sa rage de survivre. Il y a 1h du matin, ça fait un tour de cadran quasiment complet. Il comprend que là, il n'aura plus la force d'atteindre la côte. Il aperçoit les feux de 2 bateaux de pêche. Donc la nuit, vous le savez peut-être ou pas, il y a des feux obligatoires suivant la longueur de votre bateau, mais il y a au minimum un feu sur le mât et en général un feu à bâbord et un feu à tribord de couleur. Et les bateaux de pêche ont un système de feu encore plus spécifique pour qu'on sache que c'est un bateau de pêche qui est en train de pêcher. Alors il nage un petit peu vers eux, tout en essayant de les suivre des yeux pour essayer de comprendre quelle route ils sont en train de faire. L'un est en train de faire une sorte de grand cercle et l'autre ne bouge pas. Alors c'est parti, 900 mètres, il peut les faire si le bateau ne part pas. Il nage avec l'énergie du désespoir bien sûr, il donne tout ce qu'il peut une dernière fois. De toute manière, celle-ci, c'est la bonne ou c'est la fin. Il enchaîne tout, il nage sur le côté, sur le dos, sur le ventre. Ça y est, le bateau est là, à une centaine de mètres. Il hurle au secours, personne ne répond. Il continue de hurler, toujours pas de réaction sur le bateau. Il continue d'avancer, mais plus il avance, moins il a l'impression de s'approcher du bateau, comme s'il était toujours à la même distance. Et là, il comprend que le bateau n'est pas stationné, mais qu'il avance très lentement dans la direction opposée. Alors il crie « Ne partez pas, ne partez pas !» mais le bateau s'éloigne. Pour Webb Childs, une chose est certaine, il le dit tout haut, il va prononcer ces 3 mots terribles « Je suis mort ». Il arrête de nager, de toute façon il ne peut plus, il n'a plus la force, il n'a plus d'énergie. Tout ce qu'il veut maintenant c'est rester à la surface de l'eau et ne pas se noyer, il va juste essayer de flotter. Il est épuisé, il tremble, il souffre de tout son corps. Il a un dernier espoir, qu'un bateau de pêche le retrouve une fois que le jour sera levé, en train de flotter, de dériver. Il regarde la nuit, une dernière fois, à la recherche peut-être d'un sauveteur, et là il voit un voilier. Il n'y croit pas du tout,
Un voilier à quelques centaines de mètres seulement, beaucoup plus proche que ce que l'étaient les bateaux de pêche tout à l'heure. Il nage à peine, doucement, comme ça, vers lui. Doucement parce qu'il n'y croit plus, doucement parce que son corps répond à peine, il ne peut pas aller plus vite. Et le voilier semble ne pas avancer. Et il aperçoit au sommet du mât une lueur blanche qui va le faire pleurer de joie. Cette lueur blanche qu'on met au sommet du mât, c'est qu'on est en train de faire un mouillage. C'est-à-dire le voilier est en train de mouiller, il n'avancera pas, il est stationné si vous préférez. En s'approchant, Webb découvre un voilier de pêche d'environ 12 mètres de long et il entend le bruit de mise en marche du moteur. Là, c'est trop pour Webb. Il hurle à plein poumon. Non, au secours, ne partez pas, ne partez pas. Silence, un silence qui pour Webb semble durer une éternité et une voix lui répond. Il y a quelqu'un ? Vous l'avez compris, Webb Childs est sauvé. C'est pour ça que je peux vous raconter son histoire aujourd'hui, parce que son histoire, il en a témoigné dans un livre. Il y a un autre livre d'ailleurs qui reprend des récits de marins que je vous mettrai en description où c'est re-raconté dedans et il en a témoigné en conférence. C'est comme ça que j'ai pu construire cette vidéo. C'est bien sûr grâce à la survie de Webb Childs qu'on a tous les détails de son aventure dans l'eau. Et alors l'anecdote qui me fascine. Essayez d'estimer à combien de kilomètres il a été repêché de son lieu de naufrage, c'est-à-dire la distance qui sépare le bateau qui l'a fait couler et Webb quand il a été sauvé. 225 km. Il a fait 225 km à la nage, dérive incluse, en 26 heures. Les All's-Trade, ils sont aussi là pour vous parler d'aventure, et là je crois qu'en aventure, vous êtes servi. Je vous mets quelques sources de tout ça dans la description, il n'y en a pas énormément. La source primaire, c'est le récit qu'en a fait Webb Childs, accompagné aussi du récit du sauveteur, qui est beaucoup plus court. Et il a pris des décisions incroyables, Webb. À une décision près, il ne serait pas là pour nous raconter son histoire. Et en parlant d'histoire, d'aventure et de prise de décision, est-ce que vous connaissez le livre La Harpe des 4 saisons? Oui, je vous le cale à la fin. C'est un livre, si vous connaissez les livres dont vous êtes le héros, c'est la même mécanique, 350 chapitres, où à la fin de chaque chapitre, vous décidez de ce que l'aventurier, vous, doit faire. Donc c'est un jeu immersif dans un univers d'heroic fantasy où vous prenez des décisions pour vivre votre propre histoire, votre propre quête. C'est le premier volume d'une très longue saga. Chacun vivra une histoire un petit peu différente. Je vous mets dans la description un lien vidéo qui vous présente en détail tout ça. C'est sorti le 10 octobre dernier. C'est le projet de ma vie. C'est une saga de plusieurs tomes. Le tome 1 est déjà disponible chez tous les libraires, Fnac, Cultura, Amazon, etc. etc. Laissez-vous tenter. Vraiment, ça va être très cool de vivre ça ensemble. Je m'appelle toujours Fabien Olicard. À très bientôt. Ciao.